J'ai perdu mon corps est une histoire de rencontre et en premier lieu, celle du producteur Marc Dupont-Avis et du réalisateur Jérémy Clapin. Tombé amoureux du roman Happy End signé Guillaume Laurent, le créateur du studio Xylam se met en tête de l'adapter en film d'animation, y voyant un véritable défi artistique. Et qui d'autre pour le relever que le réalisateur de Skizine, un artiste qui aime utiliser le corps à travers des jeux de symbolisme. Dans une histoire vertébrale, Jérémy Clapin met en scène une rencontre impossible entre deux personnages, dont la colonne vertébrale est déviée. Leur vision du monde diffère, puisqu'ils ne regardent jamais dans la même direction, l'un étant tourné vers le sol et l'autre vers le ciel. Dans Palmipédarium, on découvre l'amitié qui se noue entre le fils d'un chasseur et un vilain petit canard, au profil aussi atypique que dérangeant. Dans Skizine, un jeune homme se perçoit en décalage de son propre corps, ce qui nous montre l'écart entre son ressenti du monde et le réel. Ainsi, Jérémy Clapin nous fait toujours épouser le point de vue, et la hauteur, de personnages étranges, marginaux, qui ne sont pas à leur place dans le monde. Dans J'ai perdu mon corps, nous sommes introduits dans le film par la perception d'une main coupée, qui tente de retrouver son chemin, celui de son corps donc, dans un Paris quotidien. Dans le livre, la main est narratrice, et nous ne quittons pas son point de vue, alors que le film nous permet rapidement de nous identifier à Naoufel, son propriétaire. Le jeune homme paraît extrêmement solitaire, errant dans l'existence sans but précis. Non seulement il est hanté par la mort de ses parents, mais son nouveau foyer n'a rien d'épanouissant. Il vit avec un oncle acariâtre et un cousin. Le character design le souligne. Grand, mince, légèrement voûté, regard fuyant, il paraît gauche et indécis face aux autres. Si ce premier long métrage du réalisateur se veut formellement très différent de ses courts métrages, il se situe donc dans leur prolongement d'un point de vue thématique. Jérémy Clapin change de style visuel à chaque production. Il adapte sa direction artistique à son contenu. Avec Marc Dupont-Avis, ils choisissent d'animer les personnages et les décors en images de synthèse et les habillent ensuite par du dessin traditionnel. La forme paraît plus conventionnelle que dans les autres œuvres du réalisateur, mais c'est un parti pris. Ce sont l'histoire et le concept qui dictent ses choix artistiques, puis techniques. L'imaginaire est traité comme une irruption dans le réel. La caméra numérique mime donc les codes du film live, comme pour faire oublier que nous sommes dans un film d'animation. Il s'agit d'effacer la frontière entre animation et prise de vue réelle, ce qui explique la dureté du récit. Une occasion de rappeler que le cinéma d'animation est hétérogène et pas du tout synonyme de divertissement pour enfants. Grâce à l'animation, Jérémy Clapin nous fait ressentir de l'empathie pour un amas de chair, os, tendons et nerfs. C'est l'animation qui rend possible l'aventure en calquant ses mouvements sur ceux d'animaux. Quand la main disparaît sous les rames de métro, happé par une horde de rats sanguinaires, le film rejoint les codes du film d'horreur et plus particulièrement de l'invasion zombie. Le sound design accentue la tension ressentie, décuplant les grincements du métro, les cris voraces des rats ou encore les vrombissements des moteurs. Il faut d'ailleurs noter que les ingénieurs du son ont travaillé en duo avec le compositeur de la bande originale, Dan Levy. Ainsi, les deux versants de la bande-son ont été conçus pour interagir et ne se sont pas comportés comme des partitions éclatées. Plus tôt, nous avions déjà une référence au genre horrifique, puisque la main s'éveillait dans un laboratoire médical. Sauf que le réalisateur nous proposait de nous identifier au monstre lui-même, au mort-vivant terrifié de se réveiller parmi les restes humains. Ainsi, se conjuguaient l'horreur et la poésie. Cette main redécouvre le monde comme un nouveau-né. Or, c'est la main qui active à l'écran les flashbacks en noir et blanc, comme si c'était elle qui gardait en mémoire les premiers souvenirs de Naoufel. Il y a toujours un élément qui fait la transition entre le présent de la main et un souvenir. Le souvenir se dévoile sous le prisme des perceptions. Auditives, olfactives, mais surtout tactiles. On connaît leur caractère évanescent, leur irrationalité. Le film n'en fait pas un processus intellectuel et conscient, mais au contraire totalement organique et instinctif. Cela en fait une œuvre profondément mélancolique, qui donne à ressentir l'absence, la perte du passé. Les 11 premières minutes du film ouvrent le récit sous cette tonalité mélancolique et sont ponctuées par les flashbacks. Ce n'est qu'ensuite que l'on nous livre une scène d'exposition plus classique, le présent d'Anaoufel, ses défis, son cadre de vie. C'est là que Jérémy Clapin explore un nouveau terrain, le Paris des années 90. Ce choix d'ancrage temporel a deux raisons. D'une part, cela renvoie à l'époque à laquelle il étudiait lui-même à Paris. C'est donc le Paris dont il a le souvenir, celui où il a vécu et qu'il a découvert à l'époque sous le prisme du quotidien et non plus du lieu de passage. L'autre raison est liée à la cohérence narrative. Il ne fallait pas que l'art digital brouille le scénario, une ère où les informations sont instantanées et faciles d'accès. Il souhaitait au contraire situer la main dans une ère où l'exploration du monde se fait de manière tactile, forcément, sans médiateur numérique. C'est la grande réussite du film. Nous avions rarement vu la capitale représentée avec autant de réalisme en animation. Il s'agit du Paris du quotidien et non du paysage de carte postale. Si les couloirs de métro et barres d'immeubles semblent ternes, ils semblent aussi mus par une poésie mélancolique.
C'est le Paris de l'ordinaire banal qu'on nous fait sillonner. Les arrière-cours des immeubles de briques, les banlieues ni jolies ni dangereuses, les pizzerias aux néons vacillants. En observant le mouvement ininterrompu qui anime la ville, c'est aussi à la solitude qu'on se confronte, celle d'âmes perdues au milieu de la foule. Pour donner corps à cette époque, le compositeur Dan Levy fait appel à un jeune groupe de rap, à qui il confie le titre Sale Soirée. Encore une sale soirée digne des plus sales séries. Ici ça deal partout comme dans Gotham City. C'est ici son expérience de producteur de jeunes talents qu'il met à contribution. Il imagine un son qui aurait pu voir le jour dans les années 90. Ainsi, le Paris de cette décennie est à la fois très réaliste, mais nous apporte des sensations nouvelles, puisqu'il ne se contente pas de recycler des souvenirs du passé que nous aurions eus, il s'actualise. Dan Levy et Jérémy Clapin forment un duo complémentaire, deux artistes qui travaillent main dans la main à la construction du film. Le réalisateur a une vision qui lui est propre, certes, mais laisse à son collaborateur liberté de propositions artistiques. Par exemple, Jérémy Clapin craignait l'emphase apportée par la bande originale, ce qui explique pourquoi les compositions de ses précédents films ont toujours été minimalistes. Il craignait le ressort si facile de la musique comme activateur de pathos, et refusait de voir les élans mélancoliques prendre le pas sur le reste des choix techniques. Mais il a su faire confiance au talent de Dan Levy pour trouver la juste mélodie. De ce fait, elle apporte le pathos suffisant pour illustrer le temps qui passe et faire surgir l'émotion du spectateur. Jérémy Clapin reconnaît que son compère a exalté la dimension romantique du récit, et celle-ci n'est pas en reste dans ce film puisque tout commence par une histoire d'amour. C'est la rencontre avec Gabriel qui sort le personnage de sa torpeur et ravive ses rêves, une rencontre qui se fait à travers un interphone. Nous n'en dirons pas plus, il faudra voir le film pour savoir ce qu'il advient d'eux, pour découvrir comment Naoufel a perdu sa main et savoir s'il retrouvera, finalement, ses passions d'enfance.